Bonjour à toutes et à tous. Lundi 10 mai 2021, deuxième rencontre webinaire de ce défi entreprise 2021, animé par le coaching du coureur, Olivier Roy-Bergeon. Merci de vous joindre à nous en direct. Et bonjour aussi aux personnes qui ne se sont pas jointes à nous en direct, mais qui nous regardent en différé. J'ai donc quelques questions qui sont arrivées auxquelles je vais prendre le temps de répondre en ce qui concerne la planification de l'entraînement pour le mois qu'il nous reste avant le défi entreprise du 13 juin prochain. La première question nous a été acheminée par Wilfrid qui nous demande « N'est-il pas trop tard pour commencer l'entraînement aujourd'hui? » Alors, la réponse est non, il n'est jamais trop tard pour commencer. Par contre, évidemment, on ne peut pas faire comme si on avait suivi le programme depuis le tout début. On a commencé, nous, à s'entraîner ensemble le 22 mars. Donc, les gens qui se sont entraînés à partir du 22 mars se sont normalement joints à une équipe qui correspondait à leur capacité à s'entraîner. Donc, en ce qui concerne tant la fréquence de leur sortie hebdomadaire, la durée depuis laquelle ces personnes s'entraînaient et surtout l'objectif que ces personnes avaient quant au nombre de minutes qu'elles peuvent consacrer à un entraînement en continu et à donc relever un défi qui va les amener à faire un entraînement en continu plus long durant le programme. Alors, si toi, Wilfred, aujourd'hui, tu te joins à l'équipe et tu es déjà actif au quotidien depuis longtemps, tu pratiques la marche sportive ou la course à pied depuis plusieurs mois, mais tu ne suivais pas de programme d'entraînement particulier, tu peux, à condition de ne pas augmenter de façon trop rapide, soit la durée, soit la fréquence, soit l'intensité de tes sorties, tout à fait commencer à suivre le programme d'entraînement à partir d'aujourd'hui, plutôt que de commencer à suivre le programme d'entraînement comme si aujourd'hui on était le 22 mars et de relever le défi plus tard. Mais évidemment, le critère de choix pour déterminer si tu es capable de faire la semaine d'entraînement qui est planifiée dans ton calendrier, c'est à quel point est-elle plus volumineuse que ce que je suis habitué de faire. Donc, y a-t-il des sorties plus fréquentes que ce que je suis habitué de faire? Les sorties qui sont dans ce calendrier sont-elles plus longues que ce que je suis habitué de faire et sont-elles plus intenses? Est-ce qu'elles exigent donc de courir ou de marcher plus vite dans des montées alors que je marche d'habitude sur le plat, dans des descentes alors que je marche d'habitude sur le plat, etc. Et ça, il n'y a pas de critères de choix plus explicites, mais à la fois plus subtils que d'écouter son corps. Alors, si après la première journée de ce programme d'entraînement, tu sens une légère douleur à ton genou, c'est un signe que ton corps t'envoie et donc il faut t'assurer que le lendemain, tu fasses maximum la même chose que la veille pour vérifier si une même charge d'entraînement va générer le même type de douleur ou d'inconfort. En s'assurant donc de quantifier son stress mécanique de cette façon-là, en se fiant aux signes et aux symptômes qu'on ressent pendant l'entraînement, dans l'heure qui suit la fin de l'entraînement et le lendemain matin au réveil. Et si ton corps t'indique que ce que tu lui as demandé la veille était trop, il faut t'assurer donc de soit prendre la journée de congé le lendemain, soit de refaire une toute petite sortie, mais à ce moment-là, soit plus lente, soit plus brève, ou soit fractionnée, en alternant, par exemple, 1 minute de course à pied avec 1 minute de marche. Et de cette façon-là, c'est ton corps qui va t'indiquer à quel point ta progression pour atteindre la vitesse de croisière du groupe est capable de suivre. Et puis, évidemment, moi, je demeure là pour t'aider à t'orienter. Donc, par la messagerie de Nolio, si tu veux m'adresser des questions plus précises sur me donner un portrait un peu de ce que tu es habitué de faire depuis peut-être les 2 ou 3 derniers mois comme entraînement hebdomadaire. Puis ensuite, on pourra comparer ça à l'entraînement qui est offert dans le calendrier de ton équipe. J'espère que ça répond bien à ta question. Hélène Linteau nous demande
peux-tu nous dire de quelle façon va se dérouler notre défi course 5 km en juin? Cette année, puisqu'on est en pandémie, évidemment, le défi va être virtuel. Il n'y aura pas d'événement organisé avec une ligne de départ officielle, des bénévoles le long du parcours, comme ce à quoi vous êtes probablement habitués. Quand vous participez à un défi de marche ou de course à pied d'une distance donnée. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est de vous trouver un parcours dans votre ville. Je peux vous aider à en concevoir un si vous m'indiquez, en m'écrivant dans la messagerie de Nolio, quelle est la ville dans laquelle vous résidez et quel pourrait être un beau parcours pour un 5 km ou un 10 km. Je vous invite, dans ce cas-là, à ce qu'on en conçoive 25 km et que les gens qui sont dans une équipe de 10 km fassent la boucle 2 fois, tout simplement. Et alors, c'est à vous de déterminer, au moment de votre choix, durant cette fin de semaine-là, la plupart du temps, quand on est rendu au mois de juin, c'est toujours préférable de le faire plus tôt le matin ou tard le soir pour éviter de sortir au moment le plus chaud de la journée. Et vous vous attaquez à ce défi-là en petits groupes, maximum 8 personnes dans les zones rouges présentement. Et là, on dit 8 personnes, en fait, c'est des gens de 8 bulles différentes. Donc, si vous voulez faire le défi avec vos enfants, vos conjoints, conjointes, vous pouvez les considérer comme étant une seule et même personne avec vous, ainsi que les enfants, les conjoints, conjointes de personnes de maximum de 7 autres bulles, en vous assurant de rester à 2 mètres les uns des autres ou de porter un masque si vous ne pouvez pas être à 2 mètres les uns des autres. Peut-être que la situation sanitaire sera meilleure rendue au 13 juin. Il nous reste encore 5 semaines presque complètes pour en profiter. Mais donc, dans les modalités actuelles, ça veut dire que vous faites votre défi chacun de votre côté en vous organisant. Mais on va vous proposer des modalités aussi pour que les gens qui vivent dans une même région, dans une même ville, puissent se définir ensemble un même défi à relever, puis potentiellement même le faire le même jour et au même endroit pour profiter de cet effet d'entraînement. Autre question aussi d'Hélène Linteau. Pour quelle raison nous diminuons la durée des courses de cette semaine? 20 minutes comparé à 25 minutes la semaine dernière. Question essentielle, principe d'entraînement essentiel. On doit s'assurer périodiquement, la plupart du temps à toutes les 3 ou 4 semaines, d'effectuer une montée du volume, donc de la charge d'entraînement, puis de redescendre dans cette oscillation. Donc, la charge d'entraînement du début d'un programme à la fin ne va pas augmenter que de façon linéaire. On va le faire osciller pour avoir des semaines plus difficiles, des semaines plus faciles, des semaines de charge, des semaines de décharge, pour permettre au corps de récupérer davantage, pour s'assurer que la charge d'entraînement, le stress physiologique et mécanique qui a été mis sur les structures du corps la semaine précédente puisse être bien absorbé et que les adaptations que l'on recherche puissent être obtenues. C'est le principe de la surcompensation. Si on fait tout simplement s'entraîner toujours de façon de plus en plus difficile, on amène le corps progressivement dans un état de surmenage et là, nos capacités vont diminuer. Si on lui accorde une période de répit, de la même façon qu'on se couche le soir pour se reposer de notre journée pour recharger nos batteries la nuit, c'est de cette façon qu'on fait fluctuer l'entraînement durant un mésocycle comme celui dans lequel nous sommes en prévision du 13 juin. Donc, vous verrez comme ça, de façon régulière, des semaines d'entraînement qui sont moins intensives que la semaine qui précède, puis ensuite une remontée, une réaugmentation de la charge pour continuer à vous amener dans un niveau d'amélioration. De telle sorte que la semaine 1 du défi, rendu à la semaine 8, 9 ou 10, va vous apparaître comme un tout petit volume. Et la semaine actuelle est une semaine qui offre quand même un volume plus conséquent que la semaine 1, mais moins conséquent que la semaine dernière. Spectateur anonyme nous demande, est-ce que les enregistrements dans Nolio se transfèrent dans la plateforme Défi Entreprise? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque vous êtes comme dans 2 choses différentes. La plateforme de Défi Entreprise est vraiment gérée par Défi Entreprise
Donc, si vous avez des questions à l'égard de cette plateforme-là, à l'égard des données qui sont colligées, puis des rapports statistiques qui vont en être produits, je vais vous inviter à ce moment-là à les adresser à l'équipe de Défi Entreprise. Probablement que vous avez tous reçu ce matin une infolettre de leur part. Donc, tout simplement y répondre puis adresser cette question-là aux gens qui gèrent le Défi Entreprise. En ce qui concerne les entraînements que vous effectuez, ils sont colligés dans notre plateforme Nolio. Mais là, à savoir si c'est transféré, c'est à Défi Entreprise qu'il faudrait le demander. Martin Moret nous demande, lors du jour J, le 13 juin, est-ce qu'il y aura un parcours de 10 km proposé pour qu'on puisse le suivre ou si je dois me faire un parcours de 10 km dans mon coin? Alors, comme je vous le disais, si vous m'indiquez dans quelle ville vous demeurez et si vous aimeriez que je vous aide dans la conception d'un parcours comme celui-là, ça me ferait plaisir de le faire. Tout simplement m'écrire dans la messagerie de Nolio pour m'indiquer dans quel coin vous demeurez, de quelle région et quel type de parcours vous aimeriez faire. Spectateur anonyme, des trucs pour ne pas casser quand on court en pente montante, ralentir. Tout simplement, si vous êtes dans un entraînement, vous souhaitez maintenir la même allure lorsque vous passerez d'une surface plane à une montée, vous allez devoir augmenter l'effort. Donc, il y a deux manières de gérer une côte. Il y a à allure constante, ce qui veut dire que l'effort augmente, ou à effort constant, ce qui veut dire que l'allure diminue. Il n'y a pas de principe physique plus clair que celui-là. Quand on court en descente, on accélère. Quand on court en montée, on ralentit, ou alors on baisse l'effort pour rester à la même allure dans la descente et on augmente l'effort pour rester à la même allure dans la montée. L'idée de casser dans un entraînement signifie en fait que vous êtes allé trop intense et que là, votre corps ne vous permet plus de le faire parce que vous êtes épuisé. Dans une compétition, pour pouvoir gérer, à moins qu'évidemment la montée soit la dernière chose, vous pouvez à ce moment-là tout donner dans la montée puisque la ligne d'arrivée est au bout. C'est assez rare. Donc, dans ces circonstances-là, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on passe du plat à la montée, on s'assure de diminuer l'allure pour conserver le même effort, pour qu'en arrivant à la fin de la montée, on soit capable de réaccélérer sans que l'effort augmente et sans qu'on soit épuisé en arrivée en haut. Hélène Maville et Lévis, oui, j'aimerais bien avoir une suggestion de parcours pour un 5 km. Parfait. Alors, ça me fera plaisir de vous en proposer un. Donc, un à Québec, un à Lévis. On pourra en faire un à Montréal, un à Gatineau, un à Laval, un à Longueuil, par exemple. On pourra peut-être concevoir un parcours différent de 5 km, à faire 2 fois pour les gens qui sont sur le 10 km, dans chacune peut-être des 10 plus grandes villes au Québec, quelque chose comme ça. Valérie Soucy, je me suis inscrite à un 10 km, mais avec ma problématique de nerfs sciatiques et de hernie discale en attente pour opération, je souhaite changer d'épreuve pour un 5K. Aussi, peut-on faire le parcours qu'on souhaite ou doit-on faire le parcours de la Saint-Charles uniquement? Vous faites le parcours que vous souhaitez. Si vous voulez vous comparer les uns aux autres, c'est une bonne idée de faire le même parcours. Et si vous voulez faire un 5K plutôt qu'un 10K, c'est à vous de définir ça. Mais si le problème de nerf sciatique et de hernie discale vous amène à changer d'épreuve, sachez que le risque d'aggraver ce problème-là n'est pas particulièrement plus grand si vous faites votre défi, que ce soit 5 ou 10 km, à une allure modérée, puis en vous laissant guider par les signaux que votre corps vous envoie. Si ça fait mal de courir pendant 5 km, c'est normal que ça fasse aussi mal de courir pendant 10 km. Mais si ça fait mal pendant 5 km, il y a des bonnes raisons de penser que ça fait mal dès les premiers pas. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, gardez en tête de faire le défi qui vous plaît le plus et en vous assurant en fait de ne pas aggraver votre condition, en vous fixant un défi arbitraire. Si jamais votre problème de sciatique ou d'hernie discale vous empêche de vous entraîner dans les prochaines semaines, ce serait peut-être une bonne idée d'attendre à plus tard. Mais évidemment, là, moi, sur la base de l'information dont je dispose, je ne peux pas vous faire des recommandations particulièrement personnalisées là-dessus.
Spectateur anonyme nous dit non, je crois que c'est Strava uniquement. Probablement, mais encore une fois, sachez, l'objectif reste quand même de vous faire bouger au quotidien dans l'optique de vous amener à faire le 13 juin un 5 ou un 10 km à la marche ou à la course. Si vous voulez vous comparer aux autres, c'est une bonne idée de charger l'entraînement via votre montre GPS dans une plateforme comme Strava, de le partager. Mais l'objectif reste que vous fassiez un parcours qui vous convient, qui vous plaît, que ça vous tente d'aller le faire, puis qu'ensuite, c'est à vous de déterminer si vous voulez partager ça avec le monde entier. Cynthia Saint-Pierre, non, les entraînements sur Nolio ne se téléversent pas dans la plateforme du défi, on doit les ajouter manuellement. C'est en réponse à une question précédente. Merci, Cynthia. Sophie Annabelle, y a-t-il un temps précis pour faire le 5 km lors de la journée du 13 juin ou peut-on le faire au rythme souhaité? Ben, moi, je serais bien mal placé pour vous dire quel temps vous devez faire, mais c'est sûr que je vais vous inviter, surtout si vous êtes habitué de faire des 5 km de façon régulière, à essayer de vous tester à cette occasion-là. Si les conditions sont belles, si la météo est bonne, si vous êtes bien reposé, d'aller voir quel temps vous êtes capable de faire, en gardant bien en tête que vous allez le faire probablement sans l'assistance que vous avez habituellement le long des parcours dans des événements officiels. Donc, pas de fermeture de rue, pas de bénévoles qui vous tendent des gobelets pour vous hydrater, etc. Ça veut dire que nécessairement, ce ne sera pas facile de faire un nouveau record personnel, mais je pense que ne serait-ce que pour avoir un sentiment du devoir accompli, oui, ça vaudrait la peine de prendre le temps de le faire à un rythme plus soutenu qu'un rythme que vous pensez être capable de soutenir pour tout simplement compléter la distance. Valérie Soucy, merci Olivier. Je ne souhaite pas de recommandations personnalisées comme telles, je veux simplement changer d'épreuve. Je vais voir avec mon compte Défi Entreprise. Oui, puis tu peux le faire aussi dans Nolio directement. Tu retournes donc probablement dans l'infolette que tu as reçue aujourd'hui. Tu suis la procédure pour changer d'équipe et automatiquement, là, donc, tu vas être retiré de l'équipe dans laquelle tu es actuellement au moment où tu vas te joindre à la nouvelle équipe. Puis, ben, bonne chance. Et merci. En attendant que d'autres questions arrivent, j'avais eu une question aussi générale que j'avais reçue en début de processus, puis à laquelle je n'avais pas eu le temps de répondre dans le cadre de notre dernière rencontre. Donc, je vais prendre le temps de l'aborder aujourd'hui parce que je pense que c'est une question dont les paramètres généraux vont quand même ressembler beaucoup aux vôtres et dans laquelle donc, vous allez vous retrouver. Je suis une jeune maman qui avait l'habitude de courir et de jouer au tennis avant l'arrivée de ma cocotte. Mes heures de sommeil ne sont plus ce qu'elles étaient et mon temps personnel est quasi inexistant. As-tu des suggestions ou des trucs pour affronter mon défi? En ce moment, je le vois comme une méchante montagne. D'abord, la première chose, je pense que c'est une relativement bonne chose que vous voyez ce défi-là comme quelque chose d'important, que vous lui accordiez l'importance qui correspond, mais que vous gardiez en tête que si cette montagne-là que vous décrivez est insurmontable, vous apparaît trop élevée, trop grande, vous passiez à un défi de degré de difficulté inférieur parce que on est au début de la saison, on est au sortir d'une pandémie qui a affecté tout le monde très difficilement. Et donc, vaudrait mieux, par exemple, relever un 5 km de course en disant je vais compléter la distance tout simplement pour vous servir de ça comme d'un tremplin vers un prochain défi qui, lui, pourrait être plus ambitieux que de vous dire j'ai déjà fait plein de 5 km avant, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable d'en faire même un 10 cette année. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour m'entraîner, mais j'y tiens absolument, coûte que coûte, quitte à m'entraîner en pleine nuit s'il faut. La question du temps est une question vraiment délicate parce que on a beaucoup plus de temps à la maison depuis un an, maintenant presque 14 mois,
Mais on a aussi, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, mais j'ai eu beaucoup de retours d'expérience, d'amis et de collègues à cet effet, l'impression d'avoir moins de temps devant soi, que notre journée est plus éclatée, qu'on est constamment occupé à faire peu de choses qui nous donnent le sentiment de s'accomplir et d'avoir cette satisfaction-là qui, d'habitude, accompagne le fait d'accomplir des choses. Mais il reste que la plupart des gens pourraient constater, en consultant dans les paramètres de leur téléphone cellulaire, la durée d'utilisation de leur téléphone, en consultant leurs statistiques d'utilisation de Netflix ou de YouTube, la quantité de minutes qui ont été consacrées dans une journée à regarder Facebook, Instagram, à regarder une émission de télé, à suivre une série. Et je pense que très, très, très peu de gens au Québec se couchent le soir en constatant qu'ils n'ont pas eu 20 minutes à eux dans une journée qu'ils auraient pu consacrer à sortir, s'offrir du temps de qualité seul, sans responsabilité professionnelle ou familiale. Et des fois, c'est parce qu'on est une mère ou un père seul d'une famille monoparentale. Dans ces circonstances-là, c'est sûr qu'on ne peut pas tout simplement dire aux enfants « Occupez-vous de vous-même, maman ou papa sort s'entraîner 20 minutes ». Mais c'est tout à fait possible de les amener avec nous et de les faire bouger en même temps que nous. Il n'y a pas de meilleure manière de les préparer à faire leurs devoirs et leurs leçons que de les préactiver en les faisant bouger. Et il n'y a pas de meilleure manière de se motiver soi-même à le faire que quand on le fait en famille ou en groupe. Donc, comment intégrer ça dans une conciliation travail, famille, responsabilités sociales diverses? Bien, moi, en fait, je peux vous présenter mes modalités d'intégration de tout ça. Moi, je travaille à la maison, on est en pandémie. Je dors 8 heures par nuit, religieusement. J'ai une petite fille de 4 ans et demi, dont je m'occupe le matin pour aller la déposer à la garderie, que je retourne chercher à la garderie et dont je m'occupe le soir. Quand je la couche à 20 heures, moi, je n'ai plus aucune énergie. Je ne peux plus faire d'entraînement ni travailler. Donc, la trentaine de minutes qu'il me reste avant d'aller me préparer à dormir, je la consacre à me déposer. Par contre, c'est un choix que j'ai fait de me coucher toujours très tôt. Souvent avec le soleil, même durant le mois de juin avant le soleil, pour être sûr d'être réveillé tôt aussi et en me réveillant par moi-même, en laissant mon corps me réveiller plutôt qu'un réveil matin. Et ce faisant, je suis régulièrement réveillé avant que tombe le couvre-feu. De telle sorte que je peux sortir très tôt le matin avec ma conjointe et ma fille qui dorment encore. Souvent faire une première heure, voire une première heure et demie d'entraînement dans ma journée avant que leur journée ne commence. Et c'est, je pense, une des meilleures manières où on n'est pas obligé d'intégrer 1h30 d'entraînement dès 5h pile le matin, comme je le fais. Mais les 20 minutes, 15 pour les personnes qui n'en ont que 15, que l'on s'accorde à soi dès la première minute de la journée que l'on doit consacrer à quelque chose, c'est d'établir que c'est notre priorité. Comme personne, on ne laissera rien entraver le temps que l'on va s'accorder pour notre santé mentale et notre santé physique. Et moi, de cette façon-là, en fait, je m'assure que si jamais tout le reste de la journée se bouscule, puis bouleverse l'horaire que j'avais établi avec un objectif de sortir bouger aussi sur l'heure du midi, bien, au minimum, je l'aurai déjà fait le matin et je sentirai que c'est pas grave si je ne ressors pas sur l'heure du midi, finalement. Si on prévoit le faire sur l'heure du midi, mais qu'une rencontre avec des collègues de travail
se prolonge, puis vient gruger le temps qu'on avait, puis on a une autre rencontre à 13 heures, puis on a manqué le train, notre fenêtre d'opportunité pour sortir s'est fermée. Ben là, on est obligé d'attendre que là, quand les enfants vont être revenus de l'école, puis là, j'espère que pendant le souper, il va chauffer, je vais pouvoir avoir le temps d'y aller, puis non, finalement, il y en a un qui avait besoin d'un bain, puis là... Et on va se coucher le soir avec le sentiment d'avoir même pas eu 20 minutes pour soi. Alors qu'en vérité, c'est parce qu'on on a planifié notre journée d'une manière qui ne nous permettait pas de consacrer ce temps-là à nous-mêmes. Donc, moi, c'est pour ça que je vous invite à prendre rendez-vous avec vous, à budgéter dans votre temps, dans votre horaire, 20 minutes pour vous. 20 minutes, ça veut dire 1 ou 2 minutes pour se changer, une 10-12aine de minutes dehors à bouger, puis le temps d'une douche. Puis que de toute façon, vous auriez eu à prendre, parce que normalement, on prend une douche tous les jours. Et pour les personnes qui ne sont vraiment pas matinales, peut-être vous prévoir ce temps-là le soir, une fois que les gens sont passés à autre chose. Mais pour la majorité d'entre nous qui commençons à travailler assez tôt le matin, sur un horaire de 9 à 5 ou environ, budgétez-vous ce temps-là, first thing in the morning, première chose le matin, pour que rien ne puisse aller gruger ce temps-là. Comme je vous dis, le couvre-feu tombe à 5 heures et même à ce moment-ci de l'année, il fait déjà un peu clair à 5 heures. On peut sortir à ce moment-là, profiter de la fraîcheur, d'une forme de silence de ville qui ne s'est pas encore réveillée pour s'accorder du temps à soi. C'est vraiment essentiel. Puis par la suite, tout le reste de la journée pourra débouler, puis les responsabilités familiales pourront faire empiéter toutes sortes de choses. On aura au moins le sentiment qu'on s'est accordé ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils ou d'autres recommandations pour vos collègues. Partagez-nous-les dans l'espace de questions et réponses. Ça me ferait plaisir de vous offrir des perspectives complémentaires les uns aux autres en vous permettant de partager puis d'échanger là-dessus. Puis je vais aussi vous proposer dans quelques minutes une plateforme sur laquelle on va pouvoir échanger tous ensemble, puis vous allez pouvoir vous partager vos conseils, notamment en ce qui concerne l'intégration d'une vingtaine à une trentaine de minutes d'activité physique pour vous dans chacune de vos journées. Martin Moret, quel devrait être mon réchauffement avant ma course du 13 juin si je veux m'offrir le meilleur temps possible? Par exemple, 5 minutes de marche, ensuite 5 minutes de course en zone 1 et ensuite commencer ma course. Si c'est une course à pied et que vous êtes habitué de précéder toutes vos sorties de course à pied en entraînement par 5 minutes de marche, parfait. Si c'est une première course à pied de 5 km, 5 minutes de course avant de la faire ne sera probablement pas nécessaire puisque si votre objectif, c'est tout simplement de compléter l'épreuve, vous allez compléter votre échauffement à l'aide de vos premières minutes de course à pied. Si, par contre, comme moi, vous voulez passer sous les 16 minutes sur 5 km de course, ben oui, vous allez courir à une intensité qui requiert que votre corps soit parfaitement préparé. Et oui, dans ce contexte-là, il faut prendre le temps de bien s'échauffer. Et moi, ce n'est pas rare, en fait, qu'avant de faire 5 km, je fasse environ 5 km d'échauffement. Donc, je dirais, vous pouvez vous échauffer avant votre défi du 13 juin de la même façon que vous le faites avant une séance d'entraînement spécifique. Pas avant une sortie de course en zone 1, parce que ça, on s'y échauffe en la commençant. Mais pour une séance qui exige de travailler à une intensité élevée, avec des mouvements d'une grande amplitude articulaire, il faut s'y préparer comme on le ferait, donc avec des éducatifs genoux hauts, talons aux fesses, mouvements rapides d'une grande amplitude. Ensuite, se donner 5 minutes pour laisser redescendre les fréquences cardiaques, retrouver un souffle normal, garder l'échauffement dans les structures musculaires, articulaires, et ensuite y aller. Donc, il s'agit vraiment, est-ce que vous déterminiez comment vous voulez faire? Plus la course est longue, plus on peut se permettre de finir de s'échauffer en la commençant.
Plus la course est rapide, donc généralement plus elle est courte, plus c'est important de s'assurer qu'on a bien fini de s'échauffer avant de la commencer. J'espère que ça répond à ta question. Spectateur anonyme, quel est le meilleur moment pour s'étirer, avant la marche ou après la marche? Excellente question, essentielle. Avant, non. Ce n'est pas que c'est un mauvais moment pour le faire, c'est que c'est une mauvaise idée de le faire. Si on veut s'étirer, c'est parce qu'on est particulièrement peu flexible. On parle d'une condition qui aurait été diagnostiquée par un professionnel de la santé qui dirait « Tu es très peu flexible, c'est un problème d'amplitude articulaire, prends le temps de t'étirer. » Dans ce cas-là, on le fait à distance des entraînements. Tout de suite après un entraînement, s'étirer ne sera pas aussi utile puisqu'on est déjà échauffé. Les muscles sont déjà plus flexibles puisqu'ils sont chauds, puisqu'ils ont été utilisés pendant l'entraînement. Donc, on a une fausse sensation de flexibilité et alors on ne s'étire pas autant. Et on n'étire que les muscles proximaux, à proximité du milieu du corps. Le psoas iliaque, les quadriceps et à la rigueur, les ischio-jambiers et les fessiers. Sous les genoux, on n'étire pas. Les mollets, donc le gastrocnémien ou le soléaire, le tendon d'Achille, un tendon, ça ne s'étire pas, ou les muscles intrinsèques des pieds. Ça, ce sont les structures distales qui sont distantes du centre du corps. On ne les étire pas. OK? Donc, si vous étirez, vous faites du bien. Si vous étirez est nécessaire parce qu'un professionnel de la santé vous a dit que c'est nécessaire de vous étirer pour compenser un manque de flexibilité, étirez les structures proximales à distance des entraînements. Si vous vous entraînez à 8 heures tous les matins, étirez-vous à 8 heures le soir avant d'aller au lit. Donc ça fera une douzaine d'heures que vous avez fini de vous entraîner. Il restera encore une douzaine d'heures avant de vous entraîner. Parce que s'étirer juste avant un entraînement, ça étire un muscle froid, ça lui donne une fausse amplitude et là, il n'est pas échauffé. Ça augmente le risque de lésions musculaires, les fameux claquages, et ça fait décroître les performances. Donc, la recherche est explicite là-dessus. Immédiatement avant un entraînement, on ne s'étire pas pour ne pas augmenter son risque de se blesser ou réduire ses performances. Immédiatement après un entraînement, ce n'est pas nuisible, mais c'est peu probable que ce soit bénéfique. À distance des entraînements, si nécessaire, si ça vous fait du bien, et les structures proximales, psoas et quadriceps préférablement. J'espère que ça répond. Je suis inscrite aux 5 km progression et j'aimerais me donner le défi de faire un 10 km à la fin de l'été après le programme. Que conseillez-vous pour poursuivre la montée? Bien alors, c'est un service que l'on offre et qu'on va bientôt annoncer, puis dont vous serez les premières personnes à viser. Le coaching du coureur, donc, à l'extérieur du défi entreprise, offre un forfait club dans le cadre duquel vous allez pouvoir continuer à profiter d'une planification comme celle qui vous est faite présentement pour le défi entreprise. Donc, via l'application Nolio, avec des coéquipiers et des coéquipières qui s'entraînent pour un même défi que vous, donc la même distance avec un même objectif de découverte ou de progression, comme c'est votre cas, progression, et qui seront calés soit sur un événement fixe, par exemple le 10 km de la fin de semaine du Marathon de Montréal ou de celui de Québec, ou des défis virtuels qui seront lancés comme ça de façon périodique pendant l'été
en attendant de savoir quel sera le calendrier définitif des compétitions de l'automne, une fois que les directives de la santé publique le permettront. Donc, au-delà du défi entreprise, vous serez invité à vous abonner à notre club de course sur route et à continuer à vous entraîner sous l'égide d'un entraîneur comme moi au sein d'équipes qui préparent les défis comme les vôtres. Et donc, vous serez invité dans les premières journées du mois de juin, alors que vous en serez à finaliser votre préparation pour le défi du 13 juin, à transférer votre inscription vers celle de notre club de course sur route pour planifier un premier 10 km, un 10 km où vous améliorerez votre record personnel, un premier demi-marathon, un premier marathon ou, encore une fois, ces distances, mais dans l'objectif d'améliorer vos records personnels. J'espère que c'est une offre qui vous intéressera. Et bien, évidemment, l'autre offre, c'est toujours celle de transférer vers le forfait personnalisé pour que je ou un de mes collègues puisse vous entraîner de façon personnalisée. Donc, en vous planifiant un calendrier d'entraînement semaine par semaine avec suivi personnalisé en fonction de vos impératifs. Question complémentaire là-dessus. À la fin du défi, perdrons-nous les accès aux entraînements sur Nolio et défis entreprises? Non. Votre accès à Nolio est pour toujours. Votre accès au calendrier d'entraînement qui vous a été proposé va être aussi maintenu pour toujours. Mais c'est sûr que si vous voulez continuer à recevoir une planification d'entraînement au-delà du 13 juin, vous devrez transférer vers une des équipes de notre forfait club ou vers l'abonnement avec un de nos entraîneurs pour une planification dans le forfait personnalisé. Ça fait plaisir. Y a-t-il un groupe Strava défi 2021, 5 ou 10 km? Pas que je sache. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute ici en ce moment qui pourront vous répondre à cet effet. Et si ce n'est pas le cas, vous pourriez même en créer un. Donc, on arrive à 12h45. Pour les personnes qui sont encore ici, s'il y a d'autres questions, je vais continuer à les prendre. Moi, j'aurais quelques questions à vous poser, un tout petit sondage que j'ai conçu pour savoir un peu où vous en êtes dans votre expérience et à quel point vous l'appréciez. Donc, je lance le sondage, j'ouvre le vote sur les questions qui vous sont posées. Sachez que certaines des questions sont à choix unique, d'autres sont à choix multiple. Vous pouvez fournir autant de réponses que vous voulez. Ça va m'aider à savoir ce que vous pensez de votre expérience d'utilisateur jusqu'à date. La première question, c'est pour savoir si vous êtes un homme, une femme ou quelqu'un qui ne veut pas être défini comme ça. Si vous êtes dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine ou la soixantaine, sinon dans l'âge de vouloir garder ça pour vous. De quelle équipe vous êtes membre? 5, 10 km marche, découverte ou progression. Si votre participation au club défi entreprise animé par le coaching du coureur vous motive à bouger plus souvent, vous incite à vous dépasser plus qu'avant, vous permet d'être accompagné de près dans votre progression, vous outille pour vous entraîner sérieusement, vous amène plus loin qu'un PDF gratuit, vous donne envie de poursuivre l'expérience, ou plutôt vous laisse plutôt indifférent, indifférente, ou vous complique la vie inutilement. Ce que vous aimeriez que le club défi entreprise animé par le coaching du coureur vous offre, donc plus de rétroaction sur vos entraînements, plus de variété dans la planification proposée, plus de personnalisation de votre progression, plus d'occasions de vous entraîner avec vos coéquipiers, plus d'occasions d'échanger avec vos coéquipiers, plus d'occasions d'échanger avec moi, votre entraîneur, plus d'occasions d'améliorer vos aptitudes techniques, plus d'occasions de mesurer vos progrès. Et enfin, vous diriez que votre expérience d'utilisation de Nolio, accéder à l'application était aisée ou difficile, utiliser les calendriers était convivial ou confondant, que la description des séances était simple ou compliquée,
que les séances proposées étaient appropriées ou inappropriées et qu'utiliser la messagerie était agréable ou désagréable. Merci de prendre le temps de répondre. Je vois les gens qui votent, c'est bien apprécié. « 78% de réponses. Je vais laisser encore une minute ou deux pour que les gens puissent finir de répondre. Et si donc, à la suite de ces réponses au sondage, il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée. Ah, j'en ai une. Est-ce qu'il y a un endroit sur Nolio où on voit notre progression de course pour comparer distance, temps, sans regarder chacun après l'autre? Oui, vous avez un bilan hebdomadaire ou mensuel. Je vais vous faire des captures d'écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et vous les partagez en même temps que je vais partager le lien qui va mener à l'enregistrement d'aujourd'hui et le lien qui va mener à la communauté qu'on a créée sur Facebook pour vous permettre d'échanger tous ensemble. Je vous mets pour les personnes qui sont connectées ici présentement dans l'espace de conversation le lien vers ce groupe Facebook, facebook.com/groups en anglais, /le coaching du coureur. Je vous invite toutes et tous à cliquer dès maintenant et à faire la demande pour vous joindre à ce groupe privé pour que vous puissiez y être associés et qu'on puisse y échanger tous ensemble. On a eu aujourd'hui 78% de femmes à l'écoute, merci. 44% dans la trentaine, 33% dans la quarantaine, quelques-unes dans la vingtaine et la cinquantaine. Une distribution pas mal égale de gens entre les équipes, entre 5-10 km, découverte, progression, marche. La majorité des gens qui ont répondu à la question 4 disent que leur participation au club Défi Entreprise animé par le coaching du coureur les motive à bouger plus souvent. Très content. Vous incite à vous dépasser plus qu'avant. Super content de ça aussi. Merci beaucoup. Personne n'est indifférent ou trouve que le club que nous animons vous complique la vie inutilement. Génial. Vous aimeriez que le club Défi Entreprise animé par le coaching du coureur vous offre principalement plus d'occasions de mesurer vos progrès. J'en prends bonne note. Et donc, vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous inscrire à notre test de vitesse maximale aérobie pour les personnes qui veulent vérifier à quel point le fait de vous être entraîné va vous avoir permis d'améliorer vos capacités cardiovasculaires. Des gens qui voudraient aussi améliorer leurs aptitudes techniques, nous offrons des ateliers techniques de course sur route ou de course en sentier, selon les défis que vous voulez relever, qui sont aussi offerts cet été. Donc, vous pouvez voir sur www.lecoachingducoureur.com dans la section forfait les 3 types d'ateliers que nous offrons et les dates auxquelles ils sont offerts, de même que les endroits où ils sont offerts et la personne qui va les animer, pour que vous puissiez vous y inscrire si vous le souhaitez. Et on a aussi des gens qui nous ont dit vouloir plus de personnalisation dans leur progression. Donc, ça aussi, c'est une des choses qui est offerte quand vous vous abonnez à notre forfait personnalisé. Et enfin, quant à Nolio, 56% des gens trouvent utiliser l'application et y accéder aisé. Même chose pour l'utilisation des calendriers. 67% des gens qui nous disent que la description des séances est simple. Merci beaucoup. Même chose pour le fait qu'elles sont appropriées. Et la moitié des gens qui trouvent qu'utiliser la messagerie était agréable, mais personne qui trouve que c'était désagréable. Donc, génial. Merci beaucoup pour cette rétroaction. Toujours très utile. Et l'avant-dernière question, quand doit-on se décider pour le défi du 5 ou du 10 km? Moi, je vous le dis tout simplement le matin même. Vous déterminez, est-ce que j'ai envie de me dépasser sur 5 ou sur 10 km?
peu importe la progression que vous aurez suivie, peu importe l'équipe à laquelle vous aurez appartenu. C'est à vous de déterminer en fonction de la semaine que vous avez eue, de la nuit de sommeil que vous avez eue, de la façon dont vous digérez, de la façon dont vous êtes ou non stressé, ce que vous voulez faire avec ça. Vraiment, je vous remets les clés de cette décision parce que je suis d'avis que la vie est trop courte pour s'imposer de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire en se sentant imposé là, par un carcan. Comme j'étais dans une équipe 10 km, je m'étais dit que je relèverais un défi de 10 km, même si ce n'est pas de ça dont vous avez envie. Et Sébastien Gauthier demande si je veux faire plus de cardio, car je limite mes efforts à la course pour monter graduellement la forme du corps. Quand est-ce que je devrais compléter mon entraînement avec du rameur et du vélo? Meilleur moment pour un entraînement optimal. Alors, la course à pied étant déjà une activité cardio, si vous voulez maximiser les bénéfices de faire de l'entraînement croisé comme du rameur ou du vélo, c'est une bonne idée de le faire les jours où vous ne faites pas de course à pied. Comme ça, vous n'aurez pas deux stress physiologiques cardiovasculaires le même jour, mais vous en aurez un chaque jour. Alors, il vaut mieux prendre une bouchée chaque jour que prendre 3 bouchées une journée, puis 0 bouchée les 2 jours suivants. Quant aux bénéfices du rameur et du vélo, c'est aussi que ce sont des activités sans impact, des activités pour lesquelles vous ne devez pas soutenir le poids de votre corps sur les structures de vos jambes. C'est donc une très bonne idée de faire au moins un jour par semaine et au plus 3 jours par semaine, une activité comme celle-là qui vous permet, au lendemain d'un entraînement de course à pied difficile, de laisser les structures de vos jambes récupérer, les os, les tendons, les ligaments, les cartilages, des impacts répétés de la course à pied de la veille, mais de continuer à vasculariser les muscles, les structures des jambes et à faire fonctionner le cœur et les poumons en les amenant donc dans une activité cardio sans impact, comme le rameur et le vélo. Si vous êtes déjà habitué de courir tous les jours, puis que vous voulez ajouter à ça du rameur ou du vélo, à ce moment-là, je vous dirais de le faire les jours où vos sorties de course sont brèves et lentes, plutôt que les journées où vous avez déjà eu un gros entraînement de course à pied qui était très taxant d'un point de vue cardiovasculaire et qui vous avait déjà pré-fatigué. Il vaut mieux s'entraîner quand on est en bonne forme, quand on a de l'énergie pour en tirer le maximum de bénéfices. J'espère que ça répond, Sébastien. Et dernière question avant que je vous laisse y aller, spectateur anonyme, que conseillez-vous si on veut faire les autres défis Zumba, etc., le 12 juin, je crois, faire la course une semaine avant, le lendemain, puisqu'on a du 28 mai au 13 juin pour le faire, pour avoir un bon résultat et ne pas être trop épuisé. Il y a des gens parmi vous qui vont trouver qu'effectivement, faire de la Zumba la veille et de la course à pied le lendemain, ça va juste vous avoir énergisé l'un pour l'autre. D'autres gens qui vont trouver que ça vous en ferait trop d'avoir les deux. Donc, oui, à ce moment-là, je vous dirais, gardez-vous une journée de repos entre les deux. Donc, si vous faites la Zumba le 12, soit faire le défi le 10 ou le 14, en prenant une journée de repos le 11 et le 13 pour vous assurer de ne pas vous sentir épuisé au moment de commencer. C'est vraiment à vous qu'il appartient de déterminer. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'un événement officiel où vous devez tout le monde vous présenter au même endroit au même moment, laissez-vous guider par votre corps. Et ça peut être une bonne idée d'essayer de faire 2 jours consécutifs, un entraînement de Zumba et un entraînement de course à pied pour vérifier à quel point la Zumba de la veille vous fatigue avant de faire votre sortie de course à pied. Voilà. J'espère que ça répond encore une fois. Donc, je suis encore à votre disposition pour les 2-3 prochaines minutes. Sinon, je vous laisse y aller. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation dans la préparation pour le défi. Et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et on aura un autre rendez-vous à quelques jours du défi dans un mois. Merci à tout le monde.